Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Marie-Michel, bienvenue à What Moves You. C'est vraiment un honneur de pouvoir m'asseoir avec toi ce matin. Puis j'aime toujours commencer avec une introduction. J'aime pas ça la faire. Je trouve que c'est beaucoup mieux quand l'invité se présente. Fait que je trouve le micro, je te passe le micro pour nous donner une petite introduction. Comment tu as commencé dans le domaine dans lequel tu travailles et on va partir de là. OK, parfait. Je suis psychoéducatrice, psychothérapeute, autrice aussi, professeure de psychologie au Cégep de l'Outaouais. J'ai commencé dans le domaine à peu près au début des années 2000. J'ai commencé en troubles alimentaires. C'était vraiment mes premiers amours, moi, les troubles alimentaires. Je voulais me spécialiser dans ce domaine-là. J'ai commencé avec la maîtrise et je me suis spécialisée vraiment dans ce domaine-là je voulais travailler avec les personnes qui présentaient un trouble alimentaire, ce que j'ai fait d'ailleurs quand j'ai ouvert ma clinique en Outaouais. J'ai cofondé la clinique Imavie, qui se spécialise dans l'accompagnement des personnes qui présentent un trouble alimentaire. Et rapidement, quand j'ai commencé à travailler, j'ai pris conscience de l'importance, en fait, de l'image corporelle. Puis, je dis souvent, en fait, que la prise de conscience, c'était que c'est un thème à part. Fait que, bien évidemment, c'est relié, l'image corporelle, avec les troubles alimentaires, mais c'est pas la même chose. Mhm. Et j'étais spécialisée en troubles alimentaires, mais il a fallu que j'aille me spécialiser aussi en image corporelle, ce que j'étais pas. Alors, je suis retournée, puis là, je suis allée faire d'autres formations pour développer cette expertise-là, donc en image corporelle. Alors, j'ai développé les deux expertises. Moi, je travaille vraiment plus au niveau de l'adulte. J'ai fait un peu au niveau de l'adolescence, mais j'aime beaucoup plus travailler avec la clientèle adulte, les parents aussi. Donc, tout ce qui est Mhm. l'accompagnement au niveau des proches. Et rapidement, quand j'ai commencé à pratiquer, j'aime beaucoup développer des outils aussi, donc des choses physiques. Mhm. Et on me demandait, ben, y a-tu des livres qu'on peut lire? Je viens en séance, je fais des ateliers, mais j'aimerais repartir avec quelque chose. Puis il n'y avait Ouais. rien au Québec en français. Tous les livres auxquels on avait accès, ben, ça nous venait des États-Unis en majeure partie, Mhm. un peu d'Europe. Alors, j'ai commencé à écrire des livres pour les enfants. Au départ, les premiers livres que j'ai écrits, c'était vraiment pour les tout petits. Après ça, ben, j'ai écrit pour les ados, après ça pour les adultes, alors, puis là, ben, pour les professionnels, pour les parents. Donc, j'ai écrit 8 livres à peu près jusqu'à date. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Félicitations. J'aime Merci beaucoup, beaucoup. j'aime beaucoup écrire. C'est vraiment le fun pour moi écrire. J'adore ça. Et c'est vraiment le fun aussi de voir que les autres professionnels écrivent parce que je dis souvent que quand j'ai commencé à écrire, il n'y en avait pas au Québec des livres sur l'image Mhm. corporelle. Et plus on s'est mis à écrire, ben plus tout le monde s'est mis à écrire. C'est un thème qui n'était pas exploité au Québec. Ouais. Fait que depuis, tu sais, moi, j'ai commencé à pratiquer en 2000, début 2011, je crois. Et donc là, on est rendu en 2025. Il y en a, je pense, une vingtaine là, de livres au Québec qui s'écrivent sur l'image corporelle, sur tout ce qui est grossophobie en général. Fait que c'est quand même intéressant là, ce qui est en train de se développer dans le domaine et tellement important. Intéressant, mais important. Absolument. Fait que ça n'en prend vraiment beaucoup. C'est Mhm. un champ d'expertise là, qu'il faut continuer à développer parce que c'est très spécifique, puis les besoins sont importants. Fait que, encore, tu sais, ton balado, là, c'est vraiment important aussi. Voilà. Merci. Puis, à la base, je suis curieuse, c'est quoi qui t'a attiré aux troubles alimentaires spécifiquement? Est-ce que c'est quelque chose qui a fait partie de ton parcours ou c'est vraiment juste un problème que tu voyais qui devenait vraiment commun puis qu'il n'y avait pas vraiment les gens avec nécessairement les bonnes ressources pour aider ces personnes-là? Ouais, moi, c'est ça. C'est quand je voyais que les personnes n'avaient pas les ressources et c'est drôle à dire, c'est la forme de détresse, en fait, qui m'intéressait Mhm. beaucoup. J'ai travaillé au départ, avant ma maîtrise, en intervention de crise suicidaire.
Et c'est là que j'ai rencontré cette clientèle-là qui présentait des troubles alimentaires, qui avait un trouble de personnalité aussi. Et c'était ma première expérience avec cette clientèle-là. Ça m'a beaucoup attirée. Je voyais que cette population-là, c'est-à-dire la population qui présentait un trouble alimentaire, ne semblait pas attirer la clientèle professionnelle. Je comprenais pas Mm. beaucoup pourquoi. Moi, au contraire, je trouvais que cette clientèle-là présentait une forme de détresse qui était tellement attachante. Euh, je ne comprenais pas pourquoi dans une société on en arrivait à ne pas aimer son corps. On a juste un corps. J'étais très intéressée à comprendre aussi le développement du trouble alimentaire, tout ça, là, tu sais, Mhm. toutes les Ouais. facettes, le côté théorique de la chose, le côté très humain de la souffrance, toutes les facettes m'intéressaient. Euh, Puis je suis très intéressée aussi par le défi, donc le fait que très peu de professionnels se spécialisaient dans ce Mhm. domaine-là m'a vraiment attirée aussi. Fait que voilà, je me suis spécialisée, puis tadam, je suis là. Ben, je pense que c'est un super bon point, puis c'est les choses que j'aimerais commencer un peu à déballer parce que même moi, mon expérience n'est pas aussi grande que la tienne, mais juste en faisant ce podcast-là durant la dernière année, j'ai eu la chance de rencontrer et d'entendre plein d'histoires, d'expériences de gens avec les troubles alimentaires, puis moi, qu'est-ce que je trouve triste et aussi fascinant dans tout ça, c'est que la cause, la source, c'est jamais pareil pour personne. Il y en a pour laquelle que c'est une question de contrôle, d'avoir trouvé un semblance de contrôle sur leur vie, puis c'est ça qui leur amène aux troubles alimentaires. Il y en a d'autres, comme tu dis, que c'est l'image corporelle, puis tout plein, là. Fait en fait, j'aimerais commencer justement à déballer ça. Tu as mentionné au tout début que tu voyais vraiment une différence entre qu'est-ce qu'on pense quand on pense à un trouble alimentaire versus l'image corporelle. Fait que j'aimerais entendre un peu c'est quoi tu as vu, c'est quoi la différence. Puis oui, c'est sûr qu'il y a du overlap, on va aller voir les deux se mélanger un peu, mais c'est de où vient la différence, puis pourquoi c'est des aussi gros problèmes qu'on voit maintenant dans notre société. OK, grosse question. Fait que dans le fond, Oui, c'est quoi la différence entre trouble alimentaire puis image corporelle? ouais. OK. Ben, premièrement, trouble alimentaire, c'est un trouble de santé mentale. L'image corporelle, c'est pas un trouble de santé mentale. Fait que partons de là. Les troubles Mm. alimentaires, c'est vraiment, il y en a plusieurs aussi, des troubles alimentaires. Donc, c'est vraiment des troubles qui vont regrouper des comportements alimentaires altérés. Et là, Mhm. selon les troubles alimentaires, ben là, les comportements seront pas les mêmes. Fait que soit qu'on va être dans la restriction alimentaire, d'une certaine façon, parce que là, ça aussi, ça peut être différent selon le trouble alimentaire, soit qu'on peut être dans la compulsion alimentaire d'une certaine façon, et on va être aussi dans l'obsession alimentaire. Fait que là, oups, tu parlais d'overlap là, avec l'image corporelle, fait que là, on fait déjà un lien avec l'image corporelle. Donc, quand on est dans un trouble alimentaire, c'est habituellement, les deux axes là, qu'on va ou qu'on peut retrouver, parce que là, ça aussi, on peut avoir certaines différences, mais habituellement, on parle d'un comportement alimentaire qui est altéré, donc qui est pas, Mhm. en gros guillemets, normal, là, parce qu'on est dans un trouble de santé mentale, puis il va avoir une certaine Ouais. dimension, justement, d'image corporelle. Évidemment, on parle d'une détresse, donc la personne souffre d'une façon assez significative. Et on a une altération du fonctionnement, hein, fait que la personne n'a pas un fonctionnement, euh, 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 une altération, j'haïs ça dire le mot normal, là, mais on est dans un trouble de santé Mhm. mentale, fait que c'est celui-là qu'on utilise quand même, là, mais tu sais, mon fonctionnement social, professionnel, familial va être altéré, alors j'ai de la difficulté. Que ça soit d'aller à l'école, que ça soit au travail, ça va-tu me Mhm. demander des congés? Est-ce que ça veut dire que je vais vivre certains conflits? Alors, quand je Ouais. regarde mon fonctionnement, ben c'est difficile. Fait que ça, c'est pour les troubles alimentaires, là. Je sais pas si tu veux que je les nomme, là, mais tu sais, c'est sûr qu'on Mm. on pense, tu sais, à l'anorexie habituellement, à la boulimie. Il y en a d'autres, évidemment. Il y Ouais. en a qui sont reconnus, il y en a qui sont pas encore reconnus, mais on sait qu'ils existent quand même. Tu sais, on peut penser à la Mhm. dysmorphie musculaire qui fait partie officiellement des TOC, mais dans la communauté,
on l'intègre quand même là, dans les troubles alimentaires. Fait que, tu sais, il y en a quand même plusieurs, là, Ouais. l'hyperphagie, bon. Puis si on regarde l'image corporelle, ben on est dans une perception de mon corps. Donc, c'est quelque chose de très subjectif qui va regrouper tout ce qui est émotif, pensée, hein, toute la petite voix fatigante là, qui peut nous parler, Mhm, mhm. sensations corporelles. Donc, mon expérience, en fait, là, par rapport à mon corps. Donc, ce que je pense de mon corps, ce que je ressens par rapport à mon corps, mais aussi ce que, tu sais, là, on est les deux ensemble, ce que je pense que tu penses de mon corps. Ouais, ouais. Tout ça, c'est mon image corporelle. Et donc, le jugement par rapport à mon corps, ben ça va rentrer dans mon image corporelle. Donc, tantôt, je nommais la dimension plus obsession Mhm. corporelle. Fait que là, on est vraiment dans quelque chose de très négatif et très préoccupant aussi. Ben Ouais. là, on est vraiment dans quelque chose de très souffrant. Fait que là, je reviens à la souffrance significative qu'on va retrouver dans le trouble alimentaire. C'est pas tout le monde qui vit ça de cette façon-là. Là, je fais référence à Mhm. quelqu'un qui est beaucoup plus dans un trouble alimentaire, mais on peut vivre une insatisfaction corporelle, notamment une grande majeure partie de la population, donc ressentir quelque chose que j'aime pas de mon corps, sans toutefois vivre une détresse marquée, là. Fait que là, on est du Mhm. côté, tu sais, d'une insatisfaction corporelle, quelque chose qui est courant chez une grande partie de la population. Absolument. Puis je pense que c'est une distinction qui est importante à faire, puis c'est qu'est-ce qui m'a vraiment accroché de ton travail au départ, parce que je pense que souvent on est mal informé justement sur la différence entre les deux, puis on va chercher des solutions qui sont peut-être moins bien adaptées à la vraie source du problème. Euh, Parce que je pense que c'est facile de pas le savoir, c'est facile de mêler les deux. Puis comme j'ai mentionné au début de l'épisode, je voulais vraiment aujourd'hui vraiment de ressourcer les gens, donner des outils euh, pour chaque problème. Fait que peut-être commencer avec l'image corporelle. Euh, on vient de le dire, là, si t'es humain, si t'es une femme surtout, c'est très commun. On vit tout, je pense, quelque chose de semblable à un point ou un autre dans notre vie. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aller travailler l'image de soi, son image de soi, d'être bien dans son corps, dans sa tête, dans sa peau. C'est où qu'on peut commencer avec ça. Oh my God, j'aimerais ça dire qu'il n'y a pas de procédure unique. Fait que, tu Mhm, sais, tout d'abord, je pense que c'est important de prendre conscience que les insatisfactions corporelles sont normales. Tu sais, je pense que de mhm, s'enlever cette pression-là, c'est-à-dire la pression d'aimer son corps à tout prix, d'une part, là, ça, je pense que ça serait une bonne chose. Fait que mhm, d'avoir des insatisfactions corporelles, c'est tout à fait normal. Deuxième chose, ben, d'enlever la pression d'avoir le corps parfait. Puis mhm, on pourrait peut-être les inverser aussi, là. Donc, de commencer par celle-là, mais ça aussi, je pense que ça ferait vraiment du bien. Parce que le corps parfait n'existe pas. Donc, le modèle unique de beauté, puis là, tu nommais le fait d'être une femme, mais d'être un être humain. Parce que peu ouais, importe le genre, là, cette pression-là, tout le monde l'a le sang. Ouais. sur la planète Terre, là. Fait que le modèle Mhm, unique de beauté, là, de prendre conscience de ce qu'il est. Donc, cette pression-là, ces standards-là sont irréalistes. Puis, c'est pas vrai qu'on est tanné de l'entendre, là, parce que ça fait quasiment 15 ans que je fais ce métier-là. On est encore en train de faire de l'éducation sur ça. Puis, il y a encore des gens qui disent: ah ouais, hein, c'est irréaliste. Oui, c'est irréaliste. Les standards de mhm, beauté sont inatteignables. Alors, c'est très important d'en prendre conscience. Donc, tous les comportements qu'on met en place qui visent à atteindre ces standards-là, ben, ce que ça fait, le résultat, c'est que ça nous maintient dans cette préoccupation corporelle-là. Fait que ça, ce sont des prises de conscience, mais qui sont importantes. Donc, c'est déjà une première marche de montée, ça, d'avoir pris mhm. cette conscience-là. Puis, est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu penses qu'on est tellement pris par ces standards-là? Tu sais, en grande partie, on le sait que c'est réaliste, que c'est pas pour tout le monde, que
everybody, tu sais, chacun leur corps parfait, entre guillemets. Mais pourquoi on est tant pris dans cette idée-là de avoir besoin d'atteindre ces standards-là, que ça soit image corporelle ou you name it, là, il y en a plein. Pourquoi on est tellement pogné puis on n'est pas capable de passer à travers ce mur-là? Je sais pas comment le décrire autrement, là. Oui. J'espère que c'est clair. Oh oui, c'est clair. Ben, en fait, c'est multifactoriel. Dans le fond, ta question, c'est comment est-ce que ça se développe l'insatisfaction corporelle? Puis il y a Ouais. pas juste une réponse, il y a beaucoup de facteurs. Puis c'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'on n'est pas tout aussi malheureux, malheureuse par rapport à Mhm. ça. Donc, un des facteurs, c'est justement la société. C'est le fait qu'on est exposé au modèle unique de beauté. Donc, ça, c'est un des facteurs, mais il y en a d'autres. Donc, les autres, c'est un exemple parmi plusieurs, c'est le fait qu'il y a certaines personnes qui ont un trait de personnalité perfectionniste. Mhm. Et c'est pas tout le monde qui a ce trait de personnalité-là. Donc, c'est pas tout le monde qui va internaliser le modèle unique de beauté. Donc, l'internalisation, donc le fait que les standards de beauté vont devenir, donc, c'est pas tout le monde qui va me voir, là, mais tu sais, je fais un geste là, de prendre l'extérieur puis de le mettre à l'intérieur comme étant une valeur intrinsèque, là, quelque chose de hyper important pour moi. Donc, d'internaliser ces règles-là, puis de le prendre comme étant un objectif de vie, là. C'est pas tout le monde qui va faire ça. Fait qu'un des facteurs, c'est les traits perfectionnistes, mais c'est pas tout le monde qui va avoir ces Mhm. traits de perfectionniste-là. Donc, dans le fond, les personnes qui ont ces traits de perfectionniste-là, ce que ça va faire, ce que ça peut faire, en fait, c'est que ça va devenir extrêmement important, si on le met en lien avec le modèle unique de beauté, de prendre, puis là, c'est pas tout le monde qui me voit les mains, là, mais ils vont prendre le modèle unique de beauté, puis ça va devenir quelque chose de hyper important, puis ils vont internaliser les règles. Fait que ça va devenir interne, intrinsèque pour eux autres. C'est comme si ça va devenir un objectif de vie, finalement, que de Mhm. développer les standards uniques de beauté. Fait que c'est quelque chose même qui peut devenir rigide pour eux. Fait que, tu sais, tantôt, je disais que c'était irréaliste. Ben, ça va être difficile pour eux de s'en défaire. Mhm. Versus quelqu'un qui a pas ce trait perfectionniste-là, qui va plutôt être flexible dans sa pensée. Fait que ça, c'est un autre facteur. On peut inclure le trauma aussi. Fait que tout ce qui est expérience de violence dans l'enfance, tout ce qui est traumatique, c'est un autre facteur. On sait que ça a un lien avec le développement de l'insatisfaction corporelle. C'est gros comme facteur, mais c'est tellement important. On sait en lien Mhm. avec le trouble alimentaire aussi. Donc, on sait que les personnes qui ont été exposées à de la violence ont plus de risques de développer de l'insatisfaction corporelle. Mhm. Tout ce qui est victimisation en lien avec des expériences de stigmatisation liées au poids. Ouais. Puis en fait, je m'éloigne un peu du sujet, mais je pense que c'est un peu relié. Je me demande, parce que moi, dans mon expérience et dans mon histoire, j'ai vécu une phase plus jeune où que justement j'étais ce type de personne-là qui était un peu obsessive avec l'image corporelle, puis je voulais atteindre des objectifs, puis j'étais vraiment focus sur mon apparence physique. Puis on dirait qu'avec les années, euh, cette obsession-là a changé de place. Maintenant, c'est peut-être comment j'atteins mes objectifs de carrière, mettons. Ou, tu sais, l'obsession se déplace un peu. Puis ça me fait penser au fait que souvent, justement, on parlait au début de la source. Tu sais, que ça soit les traumas, que ça soit la société, que ça soit plein de choses. À quel point tu penses que ça peut être important pour quelqu'un, justement, que ça soit juste dans le sphère d'image corporelle ou que ça soit dans les troubles alimentaires ou une situation comme je viens de te présenter où que ça peut un peu se déplacer, d'aller un peu creuser pour savoir c'est quoi qui peut être au fond de justement cette insécurité-là, cette pas être sûr de soi, la manque de confiance en soi, des fois le besoin de contrôle. Euh, je veux dire à quel point c'est important d'aller creuser parce que je pense que c'est la partie du travail que je pense qu'on évite souvent puis qu'on n'est pas sûr de comment faire. Euh, ouais, est-ce que c'est clair comme question? Là, tu me parles de l'insatisfaction corporelle ou des troubles alimentaires? Ben, j'avais pas fait de la distinction, mais on peut rester dans l'image corporelle pour garder Mhm. ça.
direct. Mhm. Ben, c'est sûr que là, moi, je vais te dire que c'est important. Je peux pas parler pour tous les professionnels, mais c'est sûr que moi, en psychothérapie, au niveau de l'évaluation, je vais aller voir qu'est-ce qui explique le développement de l'insatisfaction corporelle chez la Mhm, personne. Je reviens au fait que c'est multifactoriel. Fait que ce qui m'intéresse, c'est tous les facteurs qui ont pu contribuer au développement de l'insatisfaction corporelle chez la personne. Je vais m'intéresser aux facteurs déclencheurs aussi. Il y a des comportements qui sont en place. Dans l'insatisfaction corporelle, une personne peut pas rester, l'être humain est fait comme ça, le fait qu'on peut pas rester avec une souffrance puis juste rester de même puis rien faire. Donc, la personne va mettre en place des comportements pour diminuer cette détresse-là. Tout le monde fait ça, là. Que ce soit de l'évitement ou que ce soit des comportements plus adaptatifs, la mhm, personne va mettre en place certains comportements. Fait que quand on regarde justement des comportements de régime amaigrissant, ben, ils sont logiques, ces comportements-là. On le sait qu'ils ne fonctionnent pas, sauf qu'ils sont très logiques. Puis là où c'est important quand tu dis d'aller voir la source, c'est qu'est-ce que la personne essaie de faire? Perdre du poids, oui, OK, mais pourquoi perdre du poids? Qu'est-ce que mhm, ça va lui mhm, apporter? Et c'est là que c'est important d'aller voir la source, justement, pas l'événement déclencheur, là. La source, c'est qu'est-ce que la personne essaie de régler. Qu'est-ce que la personne essaie, quand je te parle de diminuer la détresse, c'est qu'est-ce qu'on essaie mhm, d'atténuer à l'intérieur, le besoin, en fait, auquel on essaie de répondre. Et c'est là, dans le fond, la source, la clé si importante à trouver. mhm. Puis pour quelqu'un à la maison qui écoute, qui va me dire, ah, c'est super en pratique, mais comment que je fais? J'ai peut-être pas Mhm. accès à une psychothérapeute, j'ai peut-être pas accès à ces ressources-là. Comment je peux faire pour commencer ce travail-là pour moi-même? Mhm. Ben, tu sais, tantôt, tu me demandais par où qu'on commence, puis là, Mhm, je proposais deux prises de conscience. La suite, en fait, on a quand même certaines stratégies qu'on peut mettre en place. Il y a un des livres que j'ai écrit qui est Pour que mon corps soit, qui propose 50 stratégies. Puis, tu sais, là, wow. je te parle d'aller trouver la source. C'est pas tout le monde qui va vouloir commencer par ça, puis c'est bien correct, hein? Mhm, C'est pas une obligation d'aller creuser jusque-là. Et tu l'as bien compris, aller creuser jusqu'à la source, on est plus de l'ordre de la psychothérapie. Puis là, je ouais, te dis ça, puis dans mon livre, il y a quand même une des stratégies qui va aider pour aller la trouver, cette clé-là. Ceci étant dit, on n'est pas obligé d'y aller. ouais. Quand même. Fait que, il y a certaines stratégies qui vont être plus cognitives, c'est-à-dire, ben, pourquoi qu'on n'aborderait pas la petite voix fatigante qui te dit tout le temps Mhm, dans ta tête que t'es gros, t'es grosse, t'es laite, t'es pas capable, t'es ci, t'es ça. Fait que ça, c'est important. On en a toute une petite voix fatigante, là. Tantôt, tu disais mhm, justement qu'il y avait eu un focus, là, puis que là, le focus était plus sur la performance. Hein, il y a des personnes mhm, qui sont très focus comme ça sur j'en fais pas assez, il faut que j'en fasse plus, mais qu'on est peut-être trop exigeante sur nous-mêmes. Je suis persuadée qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître. Alors, mhm, il y a une stratégie comme ça qui aide à aller reconnaître cette petite voix-là qui nous dit qu'on n'en fait pas assez. Comment est-ce qu'on peut la remettre à sa place, la restructurer, lui dire qu'elle est inutile? Fait que ça, c'est une stratégie qui peut aider justement à travailler notre image corporelle. Elle n'est pas juste axée sur la performance, elle est axée sur le corps aussi. Fait ouais. que plusieurs stratégies cognitives. Il y a d'autres stratégies qui sont axées sur tout le monde émotif. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes d'image corporelle qui, ben, on réalise qui nous aident, entre gros guillemets, à gérer nos émotions. Fait que, oups, est-ce qu'on est en train de manger nos émotions? Est-ce qu'on est en train d'éviter nos émotions? Ça revient un petit peu au même. Fait que, est-ce qu'on peut justement nous aider, s'aider à connecter à notre monde émotif? De quelle façon? Mhm, Fait qu'on peut justement aller voir ça, identifier nos émotions, les exprimer d'une meilleure façon. Fait que ça serait quoi, tu sais, une meilleure façon d'exprimer nos émotions? Fait qu'on a plein de stratégies de ce niveau-là. Des fois, ça peut être juste de sortir à l'extérieur. C'est super intéressant, les nouvelles recherches qui sont en train de sortir par rapport à la nature. Donc, mhm. de quelle façon la nature à l'extérieur, ben, c'est sûr que la nature est à l'extérieur. Des fois, je fais des super liens comme ça qui n'ont pas rapport. Est liée à une image corporelle positive.
Parce que ce qu'on réalise, c'est que quand on est dans la nature, on n'est justement pas centré sur le modèle Mm. unique de beauté. Ouais. Fait qu'il y a Mm. plein de stratégies comme ça qui sont super, super importantes, mais évidemment, il faut les mettre en place. Fait que c'est Ouais. comme, mon livre est comme vraiment basé sur un cahier d'exercices, mais il faut le remplir, il faut le faire, il Remplir. faut le faire, tu sais, comme l'écrire, le faire, l'activer, Puis se peux-tu mettre en répéter le nom juste une autre fois au cas où que les gens l'ont manqué le premier coup? pour que mon corps soit 50 Parfait. Puis activités pour améliorer la relation avec son corps. excellent. Puis je vais les mettre dans les notes sans faute. Puis je pense qu'une des autres questions qui me revient souvent, puis que honnêtement, j'ai jamais la bonne réponse, puis je pense pas qu'il y en a une bonne, mais il y en a peut-être plusieurs bonnes. Euh, on entend souvent dire que c'est important d'avoir un bon système de support, que ce soit des amis, un partenaire, une partenaire. euh, mais je me fais souvent demander qu'est-ce que je peux faire en tant que cette personne-là de support pour aider la personne soit qui souffre de troubles alimentaires ou plus de perception d'image de son corps. Est-ce que tu as des conseils à donner à ces personnes-là qui veulent aider mais qui savent pas trop comment? Oui, oui, ta question est vraiment importante parce qu'on le sait que le réseau social, c'est un facteur de protection. Facteur de protection pour la santé mentale en général. Fait que ce soit pour le stress, pour les troubles de santé mentale, le réseau social est vraiment important. Tu sais, l- je pense qu'on a tous tombé dans le piège à un moment donné de répondre à quelqu'un qui nous dit ah, je m'aime pas, ah, je me trouve pas belle, ah, je me trouve gros, je me trouve grosse, de dire ben non, fait que ben non, t'es pas grosse, ben non, t'es belle, ben non. Puis cette phrase-là, finalement, ben, elle aide pas. Elle Mm. peut, au contraire, encourager la stigmatisation liée au poids. Hein, la stigmatisation liée au poids, en fait, c'est l'ensemble des préjugés liés au poids. Parce que dans le fond, ben, la grosseur, c'est une caractéristique du corps. Puis Mhm. c'est bien Mhm. correct. Fait que de dire à quelqu'un, ben non, t'es pas grosse, tout d'abord, si la personne, elle vit dans un corps gros, ben, elle sait que son corps, il est gros, fait qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Fait que l'idée, c'est d'écouter, puis d'être en mesure de recevoir ce que la Mhm. personne est en train de nous dire. Notre ami, là, on l'aime. Mhm. Puis ça, là, c'est l'important puis la base de notre relation. Puis j'aimerais qu'on se souvienne de ça. D'être capable de se dire qu'on s'aime, t'es importante pour moi. Je suis contente que tu sois là. Merci de m'en parler. C'est Mhm. difficile pour toi en ce moment. Toutes ces phrases-là, c'est ça qu'on a besoin d'entendre. Puis des fois, on peut justement dire, qu'est-ce que tu aimerais que je te dise? C'est quoi ton besoin en ce moment? Parce que je reviens à ma petite clé de tantôt, le trouble alimentaire, les problèmes d'image corporelle, c'est une manifestation. Une manifestation d'un besoin qui n'est pas répondu. C'est comme ça dit quelque chose, ça crie des fois quelque chose. Mhm. Puis des fois, ben, ça crie pas de la bonne façon, en restriction alimentaire, en Christy que je suis pas belle. Fait qu'en tant qu'amie, ben moi, c'est ça qui m'intéresse. Fait que j'aimerais beaucoup mieux te dire, dis-moi de quoi tu as besoin. Un Mhm. câlin, ben viens ici, je vais te prendre dans mes bras. Mhm. Fait qu'on revient au lien amical, au fait que tu es importante pour moi. Puis ça se peut très bien que tu le saches pas de quoi tu as besoin, puis c'est bien correct, je vais te prendre dans mes bras pareil. Mhm. Non, absolument. Puis je pense qu'on Mais c'est un j'aimerais juste super bon. ça, Oui. Malia, rajouter quelque chose. Mhm. Si tu me dis que ce que tu as de besoin, c'est de te restreindre, non, par exemple. Ouais. Tu sais, le groupe social, c'est un facteur de protection tant et aussi longtemps que on s'entretiendra pas dans le trouble alimentaire, dans des manifestations problématiques. Ça, faut que ce soit clair. Absolument. Non, je pense que c'est très clair, puis c'est un très bon conseil parce que la vie bouge vite, puis je pense qu'on oublie des fois d'être là, puis de vraiment écouter, pas faire semblant d'écouter, mais d'écouter pour de vrai. Euh, Ça va tellement loin que ce soit un trouble alimentaire ou d'autres. Euh, Puis Fait que, tu sais, j'aimerais peut-être finir.
Oui, Je, je, vas-y, veux- excuse-moi. je fais ma tannante, là. Puis, C'est pas fait que, tu grave. sais, les commentaires, là, sur le poids, puis sur le corps des autres, ben, c'est non. Mm. Non, je suis complètement d'accord. Puis je pense que là-dessus, on pourrait être parti pour un autre 30 minutes parce que je pense que les gens, des fois, se rendent même pas compte c'est quoi un commentaire plate sur le poids parce qu'ils pensent que c'est une joke ou ils pensent que c'est pas pris au sérieux, mais tu sais jamais comment la personne va le prendre, ce commentaire, puis c'est pas drôle pour tout. Je me lancerai pas là-dessus parce que je vais être partie pour une autre heure, puis je veux respecter ton temps. Mais j'aimerais un peu finir sur une note d'espoir, j'espère. Je pense que souvent, quand on est dans le creux, que ça soit avec un trouble alimentaire, image corporelle, un autre trouble de santé mentale, c'est dur de voir la porte de sortie. C'est dur de trouver un peu l'espoir que ça va aller mieux, puis je suis capable. Fait que si tu avais à donner un petit mot d'inspiration, un petit mot d'espoir à les gens qui écoutent aujourd'hui puis qui souffrent de une des choses qu'on a parlé aujourd'hui, c'est quoi que tu aurais à leur dire? Ben, tout d'abord, qu'il y a toujours de l'espoir. Ça, j'aimerais que ça soit entendu par tout le monde qui nous écoute, que ça soit un trouble alimentaire, que ça soit des problèmes d'image corporelle. Encore, j'entends des personnes dire, ouais, moi, j'ai jamais aimé mon corps, le fait que ça, tu sais, ça va être de même toute ma vie. Ça n'a pas à être comme ça, du tout, du tout, du tout. C'est pas parce qu'on vit dans une société qui nous a enseigné qu'on n'a pas à aimer notre corps qu'il faut l'accepter. Du tout, du tout. Mm. On ne naît pas de cette façon-là. On apprend à ne pas aimer notre corps. Ça, j'aimerais qu'on l'entende. Il y a de l'espoir, toujours. Peut-être que c'est plate à mettre en place des stratégies. Ça nous demande de tolérer des émotions qui sont désagréables. Ça nous demande de mettre en place des comportements qui peuvent être très déstabilisants. Des fois, ça demande de confronter des gens de notre entourage, puis ça aussi, ça peut être inconfortable. J'en conviens. Le mieux-être nous attend au bout du chemin. Il existe ce mieux-être-là. Toutes les études sur l'image corporelle positive sont d'accord. Mm. C'est beau l'image corporelle positive, ça existe l'image corporelle positive, la communauté de l'image corporelle positive est là. Je vais le répéter tant et aussi longtemps que les gens ont besoin de l'entendre. Je ne suis pas tout seul à le dire non plus. On est une belle communauté professionnelle, de cliniques, de chercheurs aussi. On est là. On va continuer de le dire. Ça existe, manger à sa faim, de manger ce qu'on aime, de se sentir libre là-dedans. Ça existe, vieillir aussi, puis de voir son corps changer. Puis c'est pas vrai qu'on a à s'aimer, je le disais en début de balado tantôt, là, de s'aimer tout le temps. Là. On se regarde, nous autres aussi, là, les cliniciens, dans le miroir, puis se dire, tabarouette, hein, aujourd'hui, ça m'énerve, telle affaire sur mon corps, mais c'est pas grave. On Mm. part à travers, puis c'est correct. Mm. Mais ça Non, je pense existe que de c'est... pas être obsédé, là. Vraiment. Mhm. Mm. Je pense que c'est important de le dire, puis merci d'avoir gardé une petite place pour ça. J'aimerais finir avec deux questions un peu plus générales au podcast que j'aime poser à toutes les invités. La première est, naturellement, c'est un podcast centré sur la santé mentale. Tout le monde a des différentes stratégies pour comment il prend soin de valeur. Puis je suis curieuse de savoir c'est quoi les choses que tu fais pour toi pour prendre soin de ta santé mentale. Ah, c'est une bonne question. Moi, j'ai mis en place, ça fait vraiment plusieurs années. D'ailleurs, j'ai commencé ça quand je travaillais comme intervenante en situation de crise, des journées santé mentale. Mm. Donc, des fois, je prends congé, puis des fois, c'est pas une journée où je prends congé. Mais souvent, c'est quand je prends congé. Et cette journée-là, c'est vraiment quelque chose de planifié. Moi, je suis une personne qui aime manger, donc je vais planifier mes repas de toute la journée. Fait que ça va être, je vais avoir fait l'épicerie en conséquence. Fait que ça va être des repas que je vais appeler spéciaux. Il n'y aura pas de travail, évidemment, parce que je vais avoir pris congé, mais je travaille beaucoup de la maison. Fait que pendant cette journée-là, je vais avoir choisi, fort probablement, je vais écouter la télévision.
parce que j'adore écouter des séries puis des films, fait que je vais avoir sélectionné quelque chose que je vais écouter à la télévision. C'est sûr que je vais être assise sur le sofa, parce que j'adore m'asseoir confortablement avec une doudou. Des fois, je vais même allumer une chandelle. C'est sûr que je vais manger des bonbons, parce que j'adore les bonbons. Euh, Ça ressemble à ça. Ça, c'est comme quelque chose que je fais J'adore. assez régulièrement. Ouais, j'appelle ça mes journées santé mentale. C'est Euh, vraiment super. ouais. Puis il y a plein d'autres affaires, là, mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui est assez régulier. C'est ça. Il y a plein d'autres affaires, là, mais ça, c'est ouais, quelque chose de même. Très belle réponse. Puis j'ai une dernière question pour toi. Naturellement, le podcast s'appelle What Moves You. Puis je partage rarement l'histoire au complet de comment je suis arrivée au titre, mais euh, en fait, c'est une question que je me trouve à me poser souvent encore, mais que dans les tout débuts du podcast, durant mon parcours de santé, tout ça, quand justement je voyais pas trop l'espoir ou que je savais plus trop où que je m'en allais, dans quelle direction, où mettre le prochain pas, c'est une question à laquelle je revenais souvent pour un peu me rappeler non seulement de les les grosses choses qui me font du bien, mais aussi les petites. Fait que ça soit d'aller prendre mon café dehors au soleil ou de prendre une marche avec mon chien, de revenir un peu à la base de qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me donne le goût de me lever le matin, qu'est-ce qui me met un sourire dans le visage, même quand il y a plein d'autres choses qui vont peut-être pas nécessairement comme on le voulait. Fait que si j'avais à te poser la question, c'est quoi qui te move, que ça soit petit ou grand, ça serait quoi ta réponse? Oh my God! Et ça, c'est large! Mon Dieu, mes projets, ma famille, euh, mes amis, les petites choses, mon Dieu, je pense, c'est comme tout. C'est Ouais, c'est tellement pas clair mon affaire, mais c'est c'est pas ça ma grave. réponse. Parce que je suis une fille de projet, mais je suis une fille simple en même temps. Fait que c'est comme, tu sais, je disais que j'aimais manger, là. Fait que, tu sais, c'est autant que, moi, je peux être heureuse en mangeant des fraises, là, comme, aussi simple que ça, puis en donnant un câlin à mon fils. Comme ça peut juste être ça, comme que ça peut être en écrivant mon prochain livre, puis quelque chose de gros, puis en faisant un balado avec toi, là, comme je suis capable de trouver le bonheur, je suis pas compliquée. Je trouve le bonheur dans les petites et les grosses choses à long terme et à court terme. Fait que je pense que c'est ça, moi. Ben, c'est parfait. Il y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je suis toujours juste curieuse de savoir la première chose qui te vient en tête. Fait qu'écoute, Marie-Michel, merci énormément. Je sais que notre conversation m'a vraiment touchée. Je sais que ça va avoir résonné avec les gens qui écoutent aujourd'hui. Si jamais il y a quelqu'un qui écoute qui aimerait en savoir plus sur toi, sur tes livres ou même, je sais pas si tu acceptes encore des clients pour ta pratique, mais bref, être dans ton cercle de l'univers, c'est où qu'ils peuvent aller te trouver. Instagram, c'est la meilleure façon pour mes livres. Je suis assez présente. Là, je suis comme en petite pause, là, mais sinon, je suis assez présente habituellement pour faire l'éducation, faire des capsules sur Instagram. En psychothérapie, des fois, ma liste d'attente est ouverte, des fois, elle est fermée. Fait que ça, c'est par courriel, mais ils vont tous trouver mes coordonnées sur Instagram. Fait que voilà. Ben, Un gros excellent. merci pour l'invitation encore. J'adore. J'adore. Ça me fait plaisir. Fait que merci tout le monde pour votre écoute. J'espère que vous passez une belle journée et on va se voir lundi prochain. Bye tout le monde!